Je sais où tu te caches! Salut les geeks, en ces temps sombres où nous sommes condamnés à rester confinés à la maison, nous avons besoin d'évasion comme Carlos Ghosn. Aussi je vous propose de nous replonger dans la lecture du Special Strange 20 de juin 1980. La couverture réunit un sacré casting avec l'araignée, la torche humaine, l'homme sable avec son pull rayé, et les fils du tigre, adeptes des arts martiaux qui ne sont pas sans me rappeler le film Karate Kid. La couverture mentionne aussi la présence d'un poster gratuit, poster encarté que je n'ai jamais possédé, mais qui selon toute vraisemblance était là pour encenser les héros de la nouvelle formule de la revue Mustang avec Ozark, Photonic et Micros. Alors commençons si vous le voulez bien mes petits farfadets luguiens, par l'aventure de l'araignée tirée du Marvel Team Up numéro 40 de décembre 1975, écrit par Bill Mantlo, dessiné par Sal Buscema et Mike Esposito, et ancré car il faut parler des encreurs, sinon vous allez encore gueuler, et j'aime pas ça, par David Hunt, un mec qu'on connaît pas. Il s'agit de la fin de l'affrontement de l'araignée et la torche contre le maître du crime, l'homme sable, le grand patron et les exécuteurs, vu dans le dernier Special Strange. Nos deux héros reçoivent l'appui des fils du tigre dans une aventure sympa, mais qui ne casse pas trois pattes à un connard non plus, avec une fin souvent jugée par les lecteurs comme capillotractée. Non. Pour ceux qui n'auraient pas lu l'aventure, je ne vous raconte pas la fin qui explique comment on en est arrivé là, avec un rebondissement intéressant. Le récit de la chose est tiré du Marvel 2-in-1 numéro 37 de mars 1978, avec cette fois-ci une association de Matt Murdock et pas Daredevil. Vous avez vu? C'est écrit là. L'histoire est scénarisée par l'homme loup, Marv Wolfman, dessinée par Ron Wilson et ancrée par Pablo Marcos. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Depuis la séparation des 4 Fantastiques dans le Fantastic Four 178, Ben vit seul et sans maman dans un très vieil appartement rue Sarrazat. Il a pour se tenir compagnie une tortue de canaris et une chatte. Il est attaqué chez lui par un agresseur invisible qui n'arrête pas de lui tirer dessus. La réaction de défense de la chose entraîne de nombreux dégâts matériels sur son chemin et il finit par être arrêté par la police pour les pertes qu'il a causées. Un éléphant dans un magasin de porcelaine résume bien le début de l'histoire. Après un certain temps en prison, Matt Murdock vient le représenter devant le tribunal. L'action se passe presque exclusivement au tribunal, et c'est assez sympa à lire quand on est un lecteur adulte. Sympa pour un vieux lecteur, oui, mais quand on est gamin, et quand on attend de la baston de super-héros, y a de quoi être déçu. Je n'en dis pas plus, ça se lit plus que ça ne se décrit. Mais venons-en à ce que vous attendez tous, l'histoire des étranges X-Men, tirée de l'Uncanny X-Men 114 d'octobre 1978, produit par le trio de choc Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin. Ah! Tout commence avec le fauve et Phoenix perdu dans le glagla de l'Antarctique. Malgré la faible probabilité de s'en sortir, Hank, qui est épuisé, s'est quand même forcé à se relever et il transporte Phoenix inconsciente à travers une tempête de neige. Ils sont finalement repérés par un hélicoptère d'une base de recherche. Dans les entrailles de la Terre, les autres X-Men sont toujours en vie. Ils ont creusé un tunnel à travers le substratum rocheux. Bon sang, jamais je n'aurais cru pouvoir utiliser le mot substratum dans une vidéo. Bref, ils ont réussi à échapper à la lave qui a englouti la base de Magneto dans l'épisode précédent. Et en creusant, comme des mineurs de fond, ils débouchent sur la Terre sauvage. Pour ceux qui ont lu la version publiée par Semic en 1992 dans le X-Men 8, les fifrelins de la maison d'édition ont trouvé bon de rajouter des dessins horribles pour compléter le contenu du scénario originel. C'est moche comme les fesses d'un Allemand qui aurait pris une insolation, et c'est insupportable de placer ces dessins au milieu de l'œuvre de base. Reprenons l'histoire si vous le voulez bien, le hurleur se rendant compte que Tornade est claustrophobe et qu'elle a dû vraiment être éprouvée par cette aventure sous terre, il lui propose d'aller se défouler dans les airs. Mais rapidement le hurleur est attaqué par un ptérodactyle. Un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il fout dans la jungle ce ptérodactyle? Oh bah t'es là toi? Bah oui, j'avais rien à faire, alors je me suis dit je vais aller voir ce que fait ce trou du cul de zombie. Oui bah tu peux rester là mais tu la fermes, hein. Essaye de rester pantois pour une fois, ça me fera des vacances. La Terre sauvage, c'est Jurassic Park avant l'heure. Et pour sauver Hurleur, qui va se faire broyer, il faut intervenir Dardar. Et c'est Serval qui sauve l'Irlandais. Le Griffu est propulsé par Colossus vers le monstre. Et notre petit teigneux psychopathe préféré va mettre en pièces le dinosaure volant, sauvant la vie de Sean. Bien sûr, l'autre abruti de Cyclope va ramener sa gueule enfarinée et il ne va rien trouver de mieux que de réprimander Serval pour son action inconsciente. Je fais la leçon de morale à tout le monde, mais je n'ai pas d'honneur. Mais le hurleur soutient l'action de Serval, sans qui il serait mort. Ah! Le hurleur en profite pour dire que Tornade a aperçu un village non loin de là, et le groupe s'y rend. Ils ignorent alors qu'ils sont surveillés par le docteur Karl Likos, alias Sauron. Et là, rebelote pour ceux qui ont la version du X-Men 8 de Semic, on nous ajoute une page supplémentaire d'histoire mal dessinée où le fauve se fait engueuler par Captain America. Une semaine plus tard, Jean et Hank sont retournés à l'école. Jean a la délicate tâche de dire au professeur Xavier que les autres X-Men sont morts. Admirez le décalage entre les 3 cases qui passent d'un texte explicatif à aucun dans la dernière case pour souligner le dramatique de la scène. C'est génial.
Ça me rappelle le génial de la scène quand Jean apprend à ses parents dans le Special Strange 17 qu'elle a de terribles pouvoirs. Première case, Jean est avec ses parents dans le carreau de la fenêtre. Puis dans la seconde case, elle révèle ses pouvoirs et la séparation entre la mutante et les humains est symbolisée par le montant de la porte vitrée qui les sépare. Troisième case, le zoom est encore plus important et marque définitivement la séparation entre les deux races. C'est génial, top of the top. Bon, retournons en Terre Sauvage où les X-Men sont les invités des villageois qui les ont recueillis. Nos héros passent leur semaine à se remettre de leurs éprouvantes aventures face à Magneto. Magneto, Serge. Ils passent leur temps à glander comme des zadistes. Bon alors les enfants, je peux vous dire que Tornade en tenue d'indigène, ça m'avait franchement touché le tralala, hein. Vive les gros nichons. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Franchement, quand on la voit, on a envie de dire... Elle est splendide, sauf dans la version Panini où la couleur est à chier. C'est à la limite de l'attentat quand même, hein. On n'a pas le droit de faire ça. On se faisait déjà entuber étant enfant avec la censure de Lug, mais à 40 ans passés, on se fait encore entuber avec l'absence de qualité chez Panini. D'un autre côté, comme me disait une amie quinquagénaire l'autre jour, se faire entuber à mon âge, ça me rajeunit un peu. Et certes, mais quand même. Exiger d'avoir des couleurs de qualité chez Panini en 2020, c'est presque aussi impossible que de demander à Monseigneur Barbarin de retirer ses doigts tremblants de ses enfants de cœur. Non, franchement, on se fait entuber doublement avec Panini. Mais reprenons notre histoire sur les X-Men. En se rasant, un peu comme autrefois quand Laurent Fabius se regardait dans son miroir en ayant des idées de présidence, Cyclope, qui est moins ambitieux mais tout aussi pédant, regarde son reflet dans l'onde calme d'un étang. Il remarque sa ressemblance frappante avec le Corsaire, déclenchant un flot de souvenirs à moitié enfouis en lui. Il revoit Alex pousser hors d'un avion, tandis que Corsaire et une femme non identifiée pleure de toutes ses larmes. Mais l'intrusion intempestive de Tornade l'arrache à ses souvenirs. Le procédé de Claremont est génial. L'interruption du flashback de Cyclope, qui songe au Corsaire, par l'arrivée de Tornade est ironique, puisque elle sait que le Corsaire est son père. Cette toute petite scène de rien du tout est forte en symbolique. Ah, il est bon ce Claremont. Après, on a le droit aux états d'âme de Scott. Non, stop. Vous arrêtez tout de suite avec ça. Ah bah si on peut plus rigoler maintenant, hein. Et je t'ai demandé de pas faire le mariole sur cette vidéo. Ah, excuse. Donc je disais que Scott explique qu'il pleure pour Hank, mais qu'il ne ressent aucune tristesse pour la disparition de Jean. Et ben alors Scott, t'es pas un peu bizarre mon garçon? Quand Jean est sauvée dans le Special Strange 13, qu'elle ne risquait plus de mourir, et bah tu t'inquiétais pour elle, et pour rien au monde tu ne l'aurais abandonnée, et tu refusais même d'aller sauver tes copains les X-Men, qui avaient pourtant tellement besoin de toi, les condamnant à une mort certaine, hein? Espèce de bâtard. Et là, maintenant que ta nana est morte, tu ne ressens rien pour elle? Tu es bizarre, mon garçon, hein. Chez moi, on dit que c'est une attitude de bâtard. Mais bon, vu qu'on n'a rien le droit de dire sur Monsieur Cyclope sans soulever l'indignation générale, eh ben ne disons rien. D'ailleurs, et là c'est pas moi qui le dis, Tornade est irritée par l'indifférence de Scott et elle lui jette même à la gueule que Scott n'a vraiment pas aimé Jean. Prends ça dans ta face. Ce moment est relativement jouissif. Et pendant ce temps-là, dans la version sémique, Et ben pendant ce temps-là, hein, chez Semic, on nous ajoute une page moche et inutile sur les états d'âme de Cyclope. Ça ne sert à rien. Pendant ce temps-là, Colossus s'enjaille avec des jeunes filles de la tribu qui visiblement se prennent pour le Stromboli devant ses gros muscles. Et quoi? Mais quel rapport entre le Stromboli et ces jeunes filles? Elles ont visiblement le cratère en feu. Oh non, c'est vulgaire là. Ah bah écoute mon coco, nous vivons dans une société violente et vulgaire, hein, moi je m'adapte. Pendant ce temps, Serval, lui, reste seul et sans le montrer, il pleure intérieurement la mort supposée de Jean. C'est trop beau cette scène. D'un point de vue scénaristique, on voit toute l'injustice de cette histoire d'amour. Celui qui devrait pleurer Jean ne le fait pas, alors celui qui n'est pas aimé de Jean la pleure de tout son être. Ça ne vous rappelle pas des choses les mecs? Quand vous étiez fou amoureux dans votre jeunesse d'une jolie fille, mais qu'elle ne vous aimait pas, préférant le beau gosse de la classe ou le gros macho de service? On oublie trop que parfois ce sont les garçons qui pleurent quand on leur brise le cœur. Et on arrive à une scène superbe où, après avoir nagé, Tornade, en tenue presque d'Ève, se repose sur la plage dans la douce chaleur du soleil. Vive les gros nichons. Elle ne voit pas Lycos s'approcher d'elle. Et l'infâme Lycos absorbe une partie de ses énergies vitales, mais comme il ne sait pas s'arrêter, ce baltringue en prend trop, ce qui déclenche une transformation de son être. Entendant le cri de Tornade et voyant un éclair, les autres X-Men se précipitent à la rescousse. Ils se retrouvent face à Sauron, s'engageant à tuer Tornade et à réduire la durée de vie des X-Men, comme peut se réduire l'électorat de Benoît Hamon. Quelle image! Là, c'est vraiment... Oh, you touch my tra-la-la. La belle Ororo dénudée et inconsciente en position presque lascive, et un cliffhanger qui déchire sa race. C'est du très haut de gamme. Et pour beaucoup, le paradoxe de cet épisode, c'est qu'il ne se passe rien d'un point de vue action, alors qu'il est très riche en informations sur les personnages, qu'on apprend à connaître et encore plus à apprécier ou à détester d'ailleurs.
Et on enchaîne avec l'épisode tiré de l'Uncanny X-Men 115 de novembre 1978. Bing, on nous offre 2 premières pages somptueuses avec Serval en action. Qu'est-ce que c'est beau graphiquement. Enfin, c'est beau sur la version originale, hein, parce que Lug a vraiment été nul dans la censure. Regardez. Là, je vous montre la planche originale, avec Serval se ruant sur Sauron, avec justement Sauron bien représenté, et Ororo divinement belle et inconsciente au pied du monstre. Cette planche est somptueuse. Alors que chez Lug, il y aurait pas quelque chose qui manque là sur cette page, hein, comme qui dirait. Franchement, le lecteur français de l'époque se faisait vraiment nazuler. Quoi? Nazuler? Oui, ça veut dire se faire sodomiser mais par le nez. C'est plus joli que de prononcer le vilain mot. Bon, alors, je passe sur toutes les onomatopées enlevées par Lug avec la baston contre Sauron. Et par contre, je vais rendre grâce à la version de Semic qui a osé mettre la planche complète, contrairement à Lug. Bref, il y a une grosse baston entre les X-Men et Sauron, et le ptérodactyle y perd beaucoup trop d'énergie. Tentant d'empêcher cela, il retourne là où il a attaqué Tornade pour finir de se nourrir. Il s'en prend à Colossus qui est redevenu un être de chair pour porter Tornade. Et au moment où il va buter le colosse soviétique, Cyclope ordonne à son coéquipier de se transformer en être de métal, provoquant une rétroaction du flux énergétique qui rejette Sauron. Ce dernier redevient ensuite Karl Lycos. Avant que Wolverine ne puisse le tuer, il est arrêté par Khazar et Zabu, ou Zabu, je sais pas comment on dit, qui lui somme d'arrêter. Cyclope arrive à ce moment-là et ordonne à Serval de laisser tomber ses projets de découper Lycos. Inutile de vous dire que Semic n'a pas pu s'empêcher de rajouter 3 pages mal dessinées sur Jean et ses états d'âme. Ça tranche vraiment avec les dessins de John Byrne. Et c'est aussi gênant que le zizi du père Prélat dans un script. De retour au village, Lycos explique qu'après sa précédente rencontre avec les X-Men, où il a tenté en vain de se suicider à Tierra del Fuego, il a suivi un système de caverne en terre sauvage. Une fois sur place, il a été témoin de rites étranges accomplis par un culte dirigé par une femme nommée Zela Dane. Le culte adorait une divinité appelée Garok, l'homme pétrifié. Il assista à une cérémonie où Zela Dane transforma un homme ordinaire en Garok, faisant de lui l'incarnation vivante de l'entité démoniaque. Garok et son culte ont commencé à construire leur propre ville en utilisant le travail d'esclaves et se sont installés en tant que dirigeants de la région. Lycos et Khazar ont travaillé ensemble pour combattre le culte alors qu'ils construisaient une citadelle géante qui risque de menacer la stabilité de l'environnement de la Terre sauvage. Alors Khazar demande l'aide des X-Men. Serval et le Hurleur sont tous prêts à se battre, mais Cyclope refuse la demande d'assistance de Khazar. Il déclare qu'ils doivent retourner en Amérique et faire savoir au professeur qu'ils sont toujours en vie, d'autant que si ça se trouve, Magneto Serre est encore en vie et qu'il risque de s'en prendre au professeur. N'oubliez pas que je suis Cyclope, je n'ai aucun honneur. Peu rancunier, Khazar accepte de leur montrer la sortie de la Terre sauvage. Mais à mesure qu'ils approchent du chemin qui mène vers le monde extérieur, la neige commence à tomber et l'air se rafraîchit. Khazar fait remarquer à l'équipe que la neige dans le monde de la Terre sauvage est le signe avant-coureur de sa destruction. Voilà mes petits loulous, on vient encore de s'en payer une bonne avec ce retour dans le passé et ce bon vieux Spécial Strange 20 qui doit rappeler bien des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Bien et clairement, au sommet de leur art, c'est absolument somptueux et à déguster sans modération. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et on se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous mes loulous. Salut les geeks! Je sais où tu te caches. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Putain, il fait sombre dans vos bureaux, hein. Bon alors, je veux des explications. Dans l'épisode précédent, je vous ai payé pour que vous envoyiez un Golgoth buté de Bob Zombie. Et ce crétin, il est toujours vivant. Il a même eu le temps de faire une émission. Moelleux, l'orageux. Un assassinat, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut être patient, avoir un bon caractère. Mais je vous ai payé. Oui, et tu vas en avoir pour ton argent, tête d'ail. Le Golgoth est sur les traces de Bob Zombie. Il est sur le point de le retrouver. Alors fais pas chier. Eh mais c'est Traciland, c'est génial. I want to know where is Bob Zombie. Tu viens voir Bob Zombie? On va faire un bisou d'abord. Where's Bob Zombie? Ben dans ton cul ma jolie. De là-haut, je vois ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? I want to know where Bob Zombie is. Il est pas là, tu le vois bien, non?
So give me his home Et address, puis quoi encore? Ça va pas? or I shoot you in the head.